30 previews En 30 jours. Yes sir. 30 jours, ça s'approche de la fin, gentiment, mais sûrement. On y arrive, on est encore vivant, on est en forme, et on s'occupe du Jazz. Tout à fait, nous sommes à Salt Lake City pour nous occuper du lac Salé. On espère que vous allez bien, Alex, ça va? Bah écoute, ça va plutôt bien, ça swing, comme on dit. C'est ça qui est bon, puisque nous sommes les amis de quoi? Hein? C'est quoi ton indice? Amoureux de Hilary Banks, pardon. La série, Le Prince de Bel-Air, Hilary. La la cousine de Will Smith, qui est accueillie dans la famille donc de son oncle et tout. Il a sa cousine qui est plutôt pas mal et tout. Et le pote de Will Smith s'appelle Jazz. Il est amoureux d'Hilary. C'est ça. Un musicien. Donc ceux qui avaient la ref, GG. N'hésitez pas à aller à la fin de la vidéo et trouver le prochain indice d'Alex. Ouais, Je sens que ça va être une masterclass. tranquille. Mais oui, c'est la base. Comme les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne préférée, quelle que soit sa conviction religieuse ou quoi que ce soit. On aura l'occasion de parler de nos amis les Mormons dans cette merveilleuse preview. Vous connaissez le classique, il ne bouge pas dans les 30 previews. Il y a plein de rubriques comme le Gérard d'Or, la question de la mort. Pronostic. Et le pronostic aussi, et plein d'autres choses. Ça va être hyper intéressant sur le Jazz parce qu'on est vraiment sur un virage très très important dans l'histoire de leur franchise. On en reparlera notamment dans le coup dans la rétro, mais avant ça, vous pouvez aussi aller sur le site de Trash Talk pour voir plein de choses sur Rudy Gobert, Donovan Mitchell et compagnie aujourd'hui. Plein d'articles à lire. Plein d'articles à lire, et bien évidemment sur les réseaux sociaux de Trash Talk, n'hésitez pas à y foncer. Comme tu l'as dit Alex, nous sommes dans le dernier virage, ça y est, nous sommes dans le là, on Elite voit la ligne 8. d'arrivée, là. Ah là c'est le Elite 8, le Top 10, le Fabulous 7, le Fab 5. Et on n'a toujours pas fait les Suns. Et on n'a toujours pas fait les Suns. Et on a fait les Hawks. Trop tôt. Hashtag déjà. Ouais, c'est clair. Il y en a qui vont mettre quoi? Utah? Je croyais que c'était dimanche. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Vas-y, envoie. Eh bien écoute, sors ta merveilleuse calèche, car chez les Amish, on a le droit de regarder nous aussi le coup d'œil dans le... Rétroviseur. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a une sacrée putain de régulière. Waouh! La régulière du Jazz. On avait fait les 30 previews ensemble, Alex. On se disait Utah, allez, peut-être top 4, top 5, on va voir. Ils ont un effectif, mais... Ah, bah Quinn tiens. Schneider n'en pouvait plus. Voilà. On se demandait justement ce qui allait se passer. Et la saison régulière du Jazz, c'est de loin, mais de loin, no disrespect envers les Sixers et les Suns, la meilleure équipe de toute la NBA sur la saison régulière 2020-21. Il n'y a pas de disrespect, c'est vrai. D'ailleurs, de toute façon, quand tu commences à taper les 70% de victoires, c'est que t'as sali quand même du monde en régulière. Les mecs, ils ont gagné 52 52 sur 72, 52 victoires, 20 défaites, troisième meilleure attaque, quatrième meilleure défense, 39% des 3 points qui font filoche, collectif huilé de chez huilé, fluidité, mouvement de balle, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, donc la paire attaque-défense vraiment monstrueuse, faut le dire, trop fort. D'ailleurs, Rudy, au bout de cette régulière, va aller nous chercher quand même son 3e trophée de défenseur de l'année. GG Rudy. C'est quand même pas mal, non? Bien évidemment, Hein? c'est clair. Mitchell, il envoie plus de 26 points. All-Star. Il prend 5 rebonds, il fait 5 passes d'ess, il est All-Star. Il rentre presque 38 ou 39% de ses 3 points, lui aussi. Enfin bref, grosse saison aussi de Donovan Mitchell, quand même. Oh. Très très grosse saison, on avait vu ce qui s'était passé. Un peu à la fin, mais... Ouais, tout à fait. Ça, on en parlera dans le coup d'un rétro. C'est vrai qu'il y a eu 2-3 histoires après en interne avec Donovan Mitchell, mais on avait vu Spida dans la bulle. Waouh, la série contre Denver, on se disait on a hâte de le revoir. Bah, sur le terrain, il revient le couteau entre les dents et il fait une saison où il va continuer à répéter qu'il y a besoin d'avoir du respect sur le Jazz. Comment ça se fait qu'il ne soit pas dans les candidats MVP? Parce qu'il y a quand même 26 points de moyenne dans l'équipe qui a de loin le meilleur bilan de toute la NBA. Comme tu l'as dit, Rudy Gobert, Monsieur Jordan Clarkson avec Joe Ingles. 6e homme. La saison de Jordan Clarkson est fantastique en sortie de banc. C'est vraiment le meilleur 6e homme de l'année. Il fait un gros taf avec aussi Joe Ingles qui va être dans la discussion du meilleur 6e homme. D'ailleurs, c'est une des belles images de la saison dernière, Joe Ingles qui donne le trophée à Jordan Clarkson. C'était beau, les deux coéquipiers du Jazz. Enfin, Alex, Dis-moi. la saison de Mike Conley avec le Jazz. On l'avait vu arriver et on était déçus de l'année 1. L'année 2, elle est parfaite. Saison très très bonne, avec une vraie intégration comme on l'attendait en année 1. Yeah. Et en plus... du Mike Conley qui, on va le voir, donc très bonne régulière et tout. Là je regardais les stats, mais tu vois, on est à 16 points, il y a du rebond, il y a de la passe d'ess, il y a un peu d'interception, il y a vraiment une
une très belle régularité, même s'il a été un petit peu blessé sur certains passages de la saison. Mais surtout, ce qui est bien, c'est qu'au bout de cette régulière, Mike Conley arrive en play-off en forme. C'est-à-dire que le Jazz est arrivé en play-off avec un Donovan Mitchell un peu coussi. Non, il n'était pas en forme, Mike Conley, en play-off. Ah si, bah de toute façon, demande aux Grizzlies. Hein. Voilà. On avait un Donovan Mitchell, on était un peu inquiet parce qu'on se disait, putain, merde, Donovan Mitchell, il s'est quand même fait la cheville, il va revenir. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il n'a pas joué Donovan Mitchell le premier match de play-off contre les Grizzlies. C'est le Game 1 qui a créé les affaires après. Mais c'est ça, on est d'accord. Il est revenu en cours de série. Voilà, exactement. Par contre, lui, Mike Conley, il a aussi montré, notamment sur ce premier tour de play-off, tout ce qu'il allait être capable, tout ce qu'il est capable d'apporter à cette équipe du Jazz, c'est-à-dire une vraie expérience de grit and grind qui va loin en play-off. Et oui, il est revenu à Memphis contre les Grizzlies, il a fait... Les gars, je vous explique, c'est moi qui ai construit ici la salle en fait. C'est ça, moi et Marco en fait, on aura notre maillot, ouais. C'est ça, on aura notre maillot là au plafond. Donc c'est vrai que Mike Conley, d'ailleurs on l'oublie un petit peu, ça a été un peu une espèce d'accomplissement pour lui, mais on lui a donné ça comme un cadeau, ce qui n'est pas démérité, mais Mike Conley a quand même l'étoile de All-Star, puisqu'il a été rejoindre Donovan Mitchell et Rudy Gobert. On l'oublie souvent, hein, parce qu'il y a eu des blessures. Complètement zappé. Il est All-Star, Mike Conley a récupéré sa première... si je dis pas de conneries, attends, mais... sûr de ça quand je revais sur son profil, il est All-Star, et c'est littéralement... Il est All-Star, Mike Conley. Parce que tu sais... complètement zappé. En fait, c'est normal. Et comme quoi c'est l'histoire de Mike Conley, c'est qu'il faisait partie de cette discussion des joueurs non All-Star dans leur carrière qui avaient été très très forts. Utah est tellement dominant sur la première partie de saison qu'on essaie de voir qui va se présenter, et parce qu'il y a des blessures à l'Ouest, on donne un petit peu cette place à Mike Conley, qui n'est pas démérité. Il va même participer au concours de 3 points contre Stephen Curry, il y aura un gros duel. Mais donc, les récompenses sont là pour Mike Conley, pour le Jazz, et c'est étonnant parce que sous la main d'un Quinn Snyder qui contrôle parfaitement son effectif, alors qu'il y avait eu un énorme challenge dans la bulle précédente. Tu mènes 3-1 ta série du premier tour, tu perds contre Denver, on les avait pointés du doigt. Et tu reviens, la rotation elle se fait quasiment à 7-8 personnes. Les quicheta, hein. Tout à fait. Il y a eu des gros contrats pour Donovan. Tu distribues les quicheta et après tu reviens et bim, tu mets la race à toute la ligue. C'est ça. La rotation, elle se fait surtout, il n'y a que 7 joueurs qui jouent à peu près plus de 20 minutes de moyenne, si je dis pas de bêtises. Ça s'arrête à peu près jusqu'à Georges Niang. Donc c'est le même groupe de 7 qui défonce la ligue, parce que tu l'as dit Alex tout à l'heure, et je pense que c'est important de le répéter. Les top 3, en gros top 5 défense et attaque, et de mettre un niveau d'écart qu'ils mettent à certaines franchises. Il y a des matchs dans le troisième quart-temps, c'était terminé. Des roustes. Hein. Des roustes énormes. Il y a eu des soirs où les 3 points tombaient dedans, donc comme le jeu collectif est huilé, que la balle bouge en permanence, qu'il y a les écrans de Rudy, qu'il y a de l'intelligence dans les déplacements de tout le monde et tout, c'est un enfer à jouer. Horrible, avec cette fameuse phrase de JJ Redick, qui maintenant, bien évidemment, comme Doc Rivers, fait des podcasts. Enfin, maintenant, il est à la retraite officiellement. Donc j'adore vraiment quand il y a le mot podcast, il y a toujours le mot Doc Rivers dans la phrase. Mais JJ Redick qui sort cette phrase parce qu'il était en NBA la saison dernière, qui dit, les gars, honnêtement, j'ai affronté le Jazz cette saison, et la seule équipe à laquelle ça m'a fait penser, ce sont les Spurs de 2014. C'est-à-dire que le niveau de jeu, de mouvement de balle et on peut se faire sanctionner par tout le monde est tel que Utah roule sur la compétition. Tu es censé arriver en play-off avec un bon niveau de confiance. Juste Alex, tout petit virage quand même par un moment qu'on doit mentionner pendant le coup d'œil dans le rétro, c'est ce combo de 48 heures, on en a fait un apéro où tu as match à Philly avec Joel Embiid qui roule dessus, ils se font disrespect par l'arbitrage de Donovan Mitchell qui dit putain, on en a marre d'être un petit marché, et ensuite la draft de LeBron. La draft All-Star de Bronbron et de KD, pardon, où Donovan et Rudy sont choisis en dernier. Mm-hmm. Et là, on a dit oui, mais quand même, pourquoi toi on te choisit en dernier, tout ça. Et LeBron qui dit ouais, mais personne prend Utah aux jeux vidéo. Voilà, qui a envie de prendre Utah aux jeux vidéo. Bon, c'était la petite punchline. On en a fait des tonnes, mais il y avait pro non plus, voilà. Mais je comprends que ce soit vexant par contre pour les joueurs du Jazz. Ouais. Ou pour leurs fans. Et d'ailleurs, en sortie de cet apéro, on a dit la meilleure perche qui vient de leur être tendue, c'est alors comme ça on nous manque de respect, on est numéro 1 de la ligue. Eh ben alors on va tout casser en play-off. Bon, pas cette fois-ci. Hein? Merde. Les play-offs du Jazz. Hashtag frustration, encore. Le premier tour, tu l'as dit, face aux Grizzlies, pas de problème. Maîtrisé, propre. Mais oui. Tu gagnes 4-1. Oh, le finish.
Wouah, tu les écrabouilles là. Hein, Rentrez tous vos tirs. ça a été sale, hein, ça a été sale. Hein. Regardez là-bas, il y a un ours, tirez, il y a un ours, tu vois. Alors, ça a été très très sale. Mais par contre, le tour d'après, là, tu joues les Clippers. Tu mènes 2-0. Tu mènes 2-0. Tu mènes 2-0. Tu mènes 2-0. Au match 4, Kawhi, il y a 2-2, ils reviennent à 2-2. Au match 4, même si les Clippers reviennent à 2-2, Kawhi se blesse. Kawhi se blesse. T'as le match 5 à la maison, tu perds. Ce match, pour moi, ce match 5 perdu à la maison par le Jazz face à des Clippers sans Kawhi Leonard. Alors attention, hein, du gros Paul George. Non, c'est le match 6 où Terrence Mann il leur met la sauce. Non, Ouais. Terrence Mann, c'est le match 6 où il leur met la sauce. Tout à fait. Tout à fait. C'est le match 5 que Paul George est phénoménal. Et en l'équipe des déplacement. Clippers en global aussi. Ouais, Nico, Et Marcus. tout le monde, Marcus Morris, Nico Batum, enfin bref, tout le monde, Reggie Jackson, tout le monde est au taquet. Ils sortent vraiment un très grand match, mais il est très significatif aussi de l'impression que nous laisse le Jazz parfois. Cette impression de... Comment dire ? Il y a un moment où... Je sais pas si t'as la sensation que leur talent plafonne, ou alors tu te dis, c'est quoi, c'est mental ? Il leur manque le truc méchant qui leur permet, qui en régulière, ça va, ça glisse, ça joue bien au basket, clac, clac, ça défend organisé et tout, on gagne des matchs. Là, les Clippers sont venus à Utah sans Kawhi Leonard, ils se sont regroupés sur ce qu'ils avaient, c'est-à-dire du Paul George, du collectif, des 6-8 qui switchent dans tous les sens et tout, et ils ont joué leur jeu fièrement pendant que le Jazz a un peu baissé la tête, a un peu, je sais pas, ce match-là, moi, vraiment, j'ai eu du mal limite à le comprendre un peu. Enfin, je sais pas comment... Bah, disons que je ne pensais pas pouvoir placer cette phrase, dans ce cas la placer un jour, mais pour en avoir discuté avec Rudy Gobert, puisque vous pouvez retrouver l'interview sur le site de Trash Talk, un des trucs qui a le plus frustré le Jazz, c'est que tu travailles pendant des mois à défoncer tout le monde, et au moment où il faut être à 100%, là, il n'y a pas tout le monde. Non. Et donc, autant on parle de Kawhi qui n'est pas là, autant les pauvres de Utah, au cours de cette série, Donovan Mitchell n'est jamais à 100%. Non, c'est vrai. Mike Conley... Mais il joue quand même. Tout à fait. Mike Conley n'y est pas. Non. N'y est plus. Joe Ingles n'y est pas. Non, bien n'y est sûr, plus. ils ont eux aussi des problèmes. Et donc, par rapport à leur force collective, qui était de très bien défendre collectivement, très bien attaquer collectivement, et bah, si tu as quelques chaînons qui commencent à péter, ah bah alors là, c'est open bar. Parce qu'en effet, ça plafonne. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ça les a pas empêchés Les de gagner le blessures, match ça leur a 1 fait et le mal. match 2. Ouais. Mais là, il y Donc, avait vraiment sont des blessures. capables. Non, mais je sais, il y avait des blessures et tout, mais en face, ça perd Kawhi. Il y a une équipe qui a perdu son meilleur joueur sur un coup sec, un coup dur. Et cette équipe, elle a réussi à se ressaisir pour venir faire un énorme match de play-off à l'extérieur. Et en face, le Jazz, ouais, il y a de la blessure, des trucs, des machins, c'est sûr. De toute façon, c'est sûr, cette équipe-là n'était pas à 100%. Mais moi, c'est dans le combat et dans ce qu'elle a montré en termes de plafond que je me suis dit, ah, encore. Bien sûr. En fait, c'est ça. Je me suis dit, encore. Encore le Jazz, on a vu une grosse différence, et ça a créé 2-3 discussions dont on va parler dans la section prochaine. C'est pas la première fois que le Jazz se fait fumer comme Tout ça. à fait, mais on a vu la capacité d'ajustement du Jazz face le manque de Oui. l'incapacité du Jazz L'incapacité d'ajustement entre à guillemets. s'ajuster, tout à fait, face à une vraie difficulté, à un vrai challenge. C'est-à-dire qu'on a vu Tyronn Lue, on s'est dit, montre-nous, gars, sur ces playoffs ce que ça peut donner. T'es mené 3-2, contre Dallas, tu changes ton line-up, ça passe, ça marche, tu vas au tour suivant. Tu perds Kawhi Leonard, tu changes ton line-up, et donc, Terrence fucking man. Et donc, en fait, on va exposer la défense du Jazz, pas la défense d'un seul joueur, parce que je sais aussi, et on a été capable de l'écrire et de le dire, c'était pas forcément une question uniquement de punir Rudy qui devait sortir parce que c'était un petit line-up du Jazz, mais c'était aussi, et ça c'était scandaleux, de voir la première ligne du Jazz devenir Un gruyère. Disneyland freaking Paris. Tu rentres quand tu veux. N'importe quel extérieur des Clippers qui allait vers le panier, c'était open bar, et donc ça mettait de la pression sur les intérieurs, donc pas que Rudy mais aussi Derek Favors et d'autres qui devaient assurer. Bojan Bogdanovic, pareil, n'y était pas. Enfin, le manque de leadership et de capacité à s'ajuster du Jazz a été complètement exposé sur une série où une équipe qui était plus soudée et meilleure face au challenge en est sortie vainqueur, quoi. C'était
tellement frustrant bonne pour le claque Jazz. dans la gueule. Ah ouais. Et du coup, si tu te positionnes à la place du front office, tu vois, c'est pas facile ce genre d'intersaison. Parce que t'as fait une putain de régulière. Ton équipe, elle a super bien joué. T'as proposé du gros basket en attaque, en défense. T'as défoncé la ligue, comme on l'a dit. T'as fait premier et tout. Et bam, t'as pas passé les demi-de-conf. Tu vois ce que je veux dire? Again. Tu vas pas non plus appuyer sur le bouton rouge. Non. Et en même temps, tu te dis, ah, est-ce que je repars avec les mêmes? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Tu vois? Marcher, pas marcher? Il y a des réponses, quoi. On va regarder ça? Ouais. On va regarder ça tout de suite dans le marché de l'été. Le gros tableau. Paf! Le gros tableau avec une grosse prolongation. Tout de suite, on s'est posé la question, Mike Conley. Ça reste. Ouais. Ça, c'est bien. On n'a pas de questions à se poser. Tarot à peu près normal. Oui. J'ai même pas envie de parler des arrivées, Alex. Tout de suite, un nom, quand même, dont on ne parle pas souvent et qui est parti, monsieur Dennis Lindsay. Oui. Ça faisait quand même 10 ans que l'autre, il était à la tête du Jazz. Hein. Ouais, c'est vrai. Pas rien. C'est vrai. C'est monsieur Justin Zanik qui prend la place. Il était assistant GM, si je ne dis pas de bêtises, et maintenant il va diriger les opérations. Parce qu'il y a eu un changement de proprio en cours de saison. Hein, Il y a eu aussi il y a eu des gros changements à Utah. Ryan, comment il s'appelle? Ryan Smith, je crois, Ouais. un truc comme ça. Qui a pris la place de Gabe Miller. C'est ça, la famille Miller qui est là depuis. Miller qui était là depuis je sais pas combien qui est là d'années. depuis. Voilà, c'est ça, ils ont créé les Salt depuis Lake City. Christophe Colomb, je crois. Ils ont créé Salt Lake City. Donc c'est aussi ça qui entraîne un changement dans le côté front office sportif. Complètement. Il y avait eu du Quinn Snyder qui s'entendait pas trop avec notamment monsieur Dennis Lindsay sur des choix de draft, sur des choix notamment qui ont été faits, et donc out. Dans les autres départs, Derek Favors, ça aura bien duré. Quelques petites larmes qui ont coulé quand même parce que Derek Favors ne s'attendait pas à être à OKC en fait à ce moment-là de sa Et carrière. George Niang qui est lui à Philly. Tout à fait. Arsène Ilyasova, le projet est mort-né. Et donc dans les arrivées, quand même quelques petites signatures intéressantes. Bah ouais, moi j'aime assez bien. Rudy Gay, le jeune. Yes. Le jeune et frais Rudy Gay, tout droit sorti de comment dire de la pouponnière de Sacramento. San Antonio. De San Antonio, pardon. Oh là là. Oh, wow, il est passé par Sacramento. Non, mais il est passé par Sacramento. Attends. Là, il y a blasphème. Les fans des Spurs, allez me chercher Alex. Il est passé par là. La pouponnière de Sacramento. Les fans des Spurs. Mais je vous emmerde. Voilà. Bref, non, mais c'était une petite blagounette. Bon. On va voir ce que ça donnera. Rudy Gay, il est un peu blessé. Il va rater le début de la saison. Il est blessé au talon. Tout à fait. On en reparlera dans la section Opéré suivante. Ça chope Hassan Whiteside pour venir faire la doublure de Rudy Gobert. On est toujours sur des réunions fort sympathiques. André Drummond avec Embiid et Whiteside avec Rudy. Voilà. Eric Pascal. Très en provenance de Golden State. Super, moi j'ai ça vu. C'est intéressant. Hein. Ouais. Et puis Jared Butler. Ça aussi, très bien. Hein, c'est quoi, c'est un meneur, Jared Butler, je dirais. Ouais, ils ont un guard hyper dynamique. Hein, ouais. Donc, des petites arrivées. Donc, en gros, le nouveau GM, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit non, continuité. Parce que, ok, il ajoute quelques pièces là qu'on vient, mais enfin, en gros, toutes les grosses têtes restent. Il y avait Conley à prolonger et tu le prolonges. Bojan est sous contrat. Donovan Mitchell et Rudy Gobert ont signé l'année d'avant, donc ils sont bien verrouillés également aussi d'un point de vue contractuel. Donc en gros, continuité, pas de bouton rouge, pas de gros trade, malgré la frustration des playoffs. Mais ce que nous dit ce marché de l'été, c'est genre, on va remettre le couvert et on va revenir et on va être plus fort. Bien sûr, il faut, quand tu es sur une saison régulière aussi dominante, je veux dire, sur une saison normale, c'est 65 victoires sur 82 matchs. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est énorme. Utah aurait vraiment pu être un des, 15-20 meilleurs bilans de l'histoire de la NBA sur une saison régulière. Il n'empêche que quand on voit ce marché de l'été, là, les noms, ils sont dans le marbre, mais il y en a qui ont un peu flotté. Ah, Joe Ingles. Ah, Bojan Bogdanovic. C'est vrai. Faut quand même le mentionner, c'est-à-dire que pour Ingles et pour Bogdanovic, la température a vite grimpé lorsqu'on s'est rapproché de la draft. Il aurait pu avoir des trades. Hein. La température elle a encore plus augmenté lorsqu'on s'est ramené sur la free agency. On s'est dit, que va-t-il se passer? Est-ce qu'il y aura du cap qui va être libéré? Qui va sauter? C'est Derek Favors qui a sauté. Ça aurait pu être le cas de Joe Ingles et de Bojan Bogdanovic. Il y a eu des rumeurs. C'est à surveiller, ça vient pas de nulle part, parce qu'il y a des rumeurs qui viennent de médias dans des gros marchés, on sait pas, mais alors à Utah, quand il commence à y avoir des rumeurs, la route vers la vérité, elle est assez courte, si tu veux. Je suis d'accord. Et ah bah c'est vrai. Ouais, voilà. Ah bah oui. C'est vérifié. C'était pas une rumeur en fait. Ça. On y va. Et donc du coup, ce sera vérifié parce que Mike Conley qui est prolongé, je pense que c'était très important comme message envoyé à Rudy et Donovan Mitchell. On est
dans la fenêtre de tir d'essayer de remporter un titre. Donc, on ne va pas commencer à modifier. Je veux dire, Mike Conley serait parti, il y aurait eu une explosion de l'effectif, je pense. Je pense, ouais. Mais les dossiers Joe Ingles et Bojan Bogdanovic, on surveille jusqu'à la trade deadline? Oui, en fonction du début de saison, en fonction de comment ça roule, comment ça glisse, en fonction de leur réussite à 3 points, j'en sais rien, tu vois, il y a plein de critères qui peuvent faire qu'à un moment donné, au Jazz, on se dit, bon, attends, tu sais quoi, qu'est-ce qu'on nous donne pour Bojan Bogdanovic? Ben Simmons? Ouais. Non, mais deux semaines avant, on faisait une preview de Toronto et on disait, tu sais que tu mets Siakam dans ce bordel? Shit. Oui. Donc, du coup, le GM a choisi de pas trop bouger, de prolonger, de faire venir quelques pièces, des pièces bien choisies. Quinn Snyder est toujours en place, hein, et donc Quinn, il a quand même, je sais pas ce que t'en penses, il a un petit roster quand même muy sympathico, avec lequel il va pouvoir nous faire un petit 5 majeur. Et donc on va laisser ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Vous le savez, dans cette section, on se pose dans le bureau de Quinn Snyder et on se dit comment mettre 5 joueurs sur le parquet ou essayer d'affronter un small ball. Pardon. On était en train de se dire en transition que on n'avait pas besoin, avec Alex, d'en faire davantage sur le marché de l'été. C'est un peu hashtag rompicham. Quelque part sur le 5 majeur, j'ai envie de dire lol, on va pouvoir peut-être un peu plus parler, notamment dans la question de la mort et les questions de la mort. De plusieurs choses, parce que Alex, tout de suite la question comme les autres franchises, on cherche 5 verrous, il y en a combien? Il y en a 5. Fave en est. Ah bah oui. McConley à la main. McConley. En arrière. Donovan Mitchell. À l'aile. O'Neal. Royce O'Neal. Je sais pas, tu les mets comme tu veux avec Bojan ou quoi. En 4 donc. Bojan ou Royce O'Neal, bon ça dépend de l'adversaire surtout. Et en 5. Hassan Whiteside. On s'attend à Hassan dans le 5 majeur du Jazz parce que c'est la base. Rudy, meilleur 6e homme de l'année. Non, Rudy Gobert, 3 fois défenseur de l'année, qui sera le pivot de la défense, encore une fois. Bien sûr. Un meneur, vrai meneur. Un arrière qui aime bien avoir la balle en main. 2 ailiers qui sont des 3-4. Enfin, Royce, c'est vraiment plus un 2-3 qui joue un peu. Enfin, tu vois, genre, mais des mecs un peu polyvalents. Oui. Bojan qui sait très bien shooter. Royce O'Neal, qu'on envoie souvent sur les grosses missions défensives. Il aime bien ça, il est capable aussi de mettre des tirs, hein, attention. Mais il est plus défensif pur que Bojan Bogdanovic. Ce 5 a fait des dingueries totales, tu prends, tu copies et tu colles. Mais ouais, ça redémarre. Et là, ils arrivent à la reprise, ça va? Ouais, ça va toi? C'est bon les systèmes, tout le monde est bon? Bon bah voilà. Preuve étant, ça ne joue quasiment pas pendant la pré-saison. C'est-à-dire que certains ont vu, d'autres s'en tapent complètement du Jazz, mais Utah n'a même pas besoin de refiler à ces titulaires là. Allez les gars, on se donne en pré-saison. Non, juste vous jouez le premier quart-temps et c'est bon. On connaît déjà. Pour chauffer quoi. Qu'on soit demain matin en déplacement ou à domicile, Utah va repartir avec le même 5 majeur et c'est très bien. Il faut de la continuité. Et quand on voit d'autres équipes à l'est comme à l'ouest qui ont eu quelques modifications, attention à ne pas être surpris par cet aspect-là de continuité, c'est-à-dire Utah redémarre pied au plancher et donc nous renvoie encore un bilan de malade mental parce que ça a bougé chez les Lakers. Il n'y a plus de Jamal Murray à Denver. Il y a les modifications qui auront lieu dans le jeu des Clippers. Ouais. On ne sait pas trop comment ça peut se passer dans d'autres franchises. Utah, ça reprend ça. Stabilité, continuité. Les changements d'effectifs dont on a parlé dans le marché de l'été touchent plutôt le banc. C'est-à-dire qu'on a Hassan Whiteside, comme on a dit, en doublure de Rudy Gobert avec Azubuike. Tout à fait. Sur les ailes, là, on va pouvoir utiliser des Ingles, des Rudy Gay quand il reviendra de blessure, et surtout Eric Paschall. Tout à fait. Eric Paschall, je sais pas ce que t'en penses toi. Je trouve ça hyper intéressant, moi, comme ajout pour le Jazz. Je pense qu'il va amener de l'énergie, il va amener son jeu atypique dans les ailes. Pour moi, c'est une upgrade par rapport à un George Niang. Alors clairement. On peut tout à fait, il existe même, je suis d'accord, il existe même un scénario qui a été un petit peu discuté là du côté de Utah, et si c'est une rumeur, j'aimerais tellement qu'elle se confirme. Évidemment, n'hésitez pas à aller suivre Tony Jones, je crois, qui gère le Jazz. C'est Tony Jones ou Troy Jones, je sais plus. Ouais, bref, qui gère le Jazz pas mal en termes médiatiques. Eric Paschall, utilisé en tant que pivot d'un très petit 5. Utah n'a pas cette capacité à jouer avec un pivot qui joue vraiment 5. On a vu qu'il y avait eu quelques
tentation autour de Rudy Gay, pardon, pas Gobert, parce que Rudy Gobert est le pivot titulaire. Mais comment est-ce que Utah peut avoir un 5 efficace sans Rudy Gobert? Small ball, moderne. C'est vrai que Rudy Gay peut être intéressant. Pascal. Et Pascal a été mentionné. Moi, ça là-dessus, j'ai très hâte de voir ce que Quinn Snyder peut faire parce que, ça peut aider. Hein. Pascal, je suis d'accord avec toi, c'est une upgrade par rapport à George Niang. Ouais. Clairement, il est plus polyvalent, il est plus complet. Enfin, énergie, dynamite. C'est un meilleur basketteur, hein, je pense vraiment. Ouais, en tout cas, c'est un niveau d'énergie où parfois Utah est un petit peu plan-plan. C'est très bien passé pour lui à Golden State la saison dernière. Il va avoir envie de mordre un peu dans le truc, là, c'est bien. Du temps dans un bon collectif comme ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour lui. Et là, Elijah Hughes, Mioni qui feront aussi partie de la rotation et qui peuvent se développer un peu en interne. Ils sont là pour se développer, exactement. Et puis sur le backcourt, on a parlé de Jared Butler là, qui est arrivé pour, à mon sens, faire doublure de Mike Conley, dans un style différent, hein, évidemment. Jared Butler, scoring. Vous allez voir, et puis il est un peu plus slasher, il se déplace un peu plus vite que Mike Conley. Après, au niveau gestion, on verra. Et puis Jordan Clarkson, hein. Monsieur 6e homme, monsieur je rentre, j'ai les ballons. Get bucket. Je suis là pour mettre 18 points, 17 points en 16 minutes. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, donc c'est bien équilibré, il n'y a pas trop de surprises. Quinn Snyder, c'est vraiment genre, il sait qu'il a un gros noyau de joueurs, parce que là on parle il y a le 5 majeur, plus Clarkson, plus Ingles, ils étaient tous là l'année dernière, ça fait déjà 7 mecs. Ensuite, j'ai absolument aucun doute sur le fait que des Rudy Gay ou Eric Pascal vont réussir à trouver leur place, à s'intégrer dans la rotation qu'on leur propose. Pour peu que Jared Butler, ça fit à peu près, mais en fait, t'as 10 joueurs déjà. C'est ça. Donc après, on verra d'Hassan Whiteside, d'Azubuike, du jeune Massio Tig, là, et tout ce qu'ils font exactement. Ouais. Ou Elijah Hughes, Miyeoni et tout. Bon, voilà, ça, c'est les joueurs qui sont de 10 à 15. Donc là, c'est vraiment la suite du roster. Mais t'as vraiment un très beau noyau sur lequel travailler. C'est ça, c'est qu'on peut compter sur les mêmes titus et avoir des garçons qui peuvent être surprenants. T'as pas, en tout cas, sacrifié des éléments déterminants dans ta réussite. Je veux dire, Derek Favors avait quand même beaucoup de limites. Au niveau athlétique, ça se voyait, ça commence à devenir difficile pour Derek Favors, en espérant que ça aille mieux pour lui à OKC. Mais tu n'as pas chamboulé ton effectif, donc c'est clair que pour Quinn Snyder, ça repart. Si on devait juste, à la limite, faire une petite modification sur le marché de l'été, on aurait fait quoi? Moi, je trouve que j'adore Jared Butler et je pense qu'il va faire sa place. Il va en surprendre plus d'un, je pense, cette saison, dans un registre de vrais slasher scoreurs dont ils auront besoin en sortie de banc. Mais j'aurais bien aimé une autre option, et une autre option vraiment à la main un vétéran pure. Ligne arrière. C'est ça. J'aurais bien aimé. Qui sera peut-être échangé contre un Joe Ingles qui va peut-être perdre en temps de jeu, ou à voir ce qu'il peut avoir encore mieux contre un Bogdanovic. Il est clair que si des Miyeoni ou des Elijah Hughes commencent à montrer des signes intéressants, oui, Joe Ingles, je pense que ça va commencer à réfléchir très fort côté Jazz, parce qu'ils vont se dire, attends. Ouais. Donc voilà, on va voir, on n'en est pas là. Ce qui est sûr, c'est qu'on est vraiment dans le cas typique d'une équipe qui vraiment joue la continuité avec un grand C, quoi. C'est ça. Et tu sais ce qui commence aussi par un C? Je voulais voir si il y a des gens qui sont en train de faire des scènes, genre quoi, la question de la mort avec un C. Il a craqué. La question de la mort. La question. Est-ce que tu es prêt? La question, ouais. Ouais. Et on va parler tout de suite de la question de la mort. La question. La pregunta de la muerte. Oh là 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 là. Nous sommes à Utah. Et il y a une grosse question de la mort. Demi-finale de conf. Tout à fait, minimum. Nous sommes à Utah, il y a une question de la mort. Peut-on ne pas aller à l'église le dimanche? Je ne sais pas. Par contre, on va devoir se poser une grosse question de la mort. Alex, tu es prêt? Allez, vas-y. Comment ne pas avoir la trouille ou voire trouble en arrivant en play-off? C'est simple. On a dit continuité dans l'effectif sur un groupe qui se connaît bien et qui a montré qu'il pouvait tout défoncer en saison régulière. On est sur une équipe qui va retrouver son public, un des publics les plus terrifiants de toute la NBA, et je dis ça en termes juste de résultats. Et Utah doit passer un cap. Donovan Mitchell l'a dit en retournant au camp d'entraînement, on doit make the step, passer ce cap. Comment faire en sorte que Utah, là, est une checklist à devoir cocher pour le 16 avril? Comment est-ce qu'on la dessine et comment y arriver?
Bon, déjà, faut profiter de la continuité pour refaire une grosse régulière. Parce que si tu commences et que tu foires un peu ta régulière et que tu te retrouves 6ème et puis que tu dois jouer sans l'avantage du terrain, genre une très grosse équipe, genre les Suns, tu vois, dès le premier tour, bon, bah, il peut t'arriver des bricoles. Ça passe. Il peut t'arriver des grosses bricoles. Ça passe. Non, mais il faut refaire une grosse régulière parce que être bien classé, ça leur assure l'avantage du terrain, ça les met en confiance, ça permet de faire jouer des joueurs, de tester ton roster, enfin bref, ça permet beaucoup de choses, de gagner des matchs et de faire une très belle régulière. On le sait, les équipes qui font pas des belles régulières, elles ont du mal ensuite en play-off. On le voit tous les ans. Donc ça, pour moi, c'est le premier truc. Déjà, être concentré, profiter de la continuité pour recommencer à produire du beau jeu à la Jazz avec une défense solide, des 3 points qui rentrent, un ballon qui circule bien, un coup Donovan, un coup McConley, un coup Clarkson, un coup machin, enfin tu vois, et gagner. Tout le monde, il a complètement des matchs. Tout le monde, il a son rôle, tout le monde, il sait ce qu'il doit faire, et donc, allez, on va mettre une barre, et on en reparlera dans la section pronostic, mais tu fais rien en dessous de 55 victoires. Tu te dis, si t'es là-dessous, on a fait 52 dernières sur une saison de 72 matchs, les gars, sur 82, allez. Tu fais une saison qui t'assure le podium de la conférence Ouest. En tout cas, c'est un objectif. C'est un objectif, tout à fait. Parce que, comme tu l'as dit, continuité, saison régulière, play-off. Le deuxième élément, et j'ai l'impression qu'ils n'arrêtent pas de beugler ça à Utah en ce moment, et je les comprends, c'est la santé. Quelle que soit la manière dont tu arrives au point B... Il faut être en santé le 15 avril. Le 15 avril, s'il faut demander à Quinn Snyder de perdre quelques matchs, bah ça c'est sûr, pour reposer Donovan Mitchell, sa cheville, oui au Rudy Joe Ingles, non seulement il dit oui, mais il faut qu'il le fasse. Ouais. Parce qu'on a vu la saison dernière que appuyer sur le champignon c'est bien, mais être prêt au début des playoffs, c'est ce qu'il y a de plus important. Ouais. Donc être en parfaite santé. Je m'en fous si Utah doit passer par des séries un petit peu sombres, séries dans le sens pendant la saison régulière, 10 jours, un road trip ou quoi que ce soit. Je serais beaucoup plus rassuré si je voyais, tiens, sur le road trip qui arrive, là, Donovan Mitchell ne vient pas, Rudy Gobert, parce qu'ils ont décidé de le reposer. Ils ont montré, ils peuvent gagner des matchs. Et tu reviens d'un road trip à égalité, genre 4 victoires, 4 défaites. Royce O'Neal a été bon. Voilà. Royce O'Neal a été bon, ça fait. Genre Jared Butler après à pick-up offensivement avec Jordan Clarkson, exactement. Non, bien sûr. Troisième point que je mentionnerais, adapter son jeu tactiquement. Je ne suis pas sûr que le Jazz puisse aller aussi loin qu'il voudrait en play-off en jouant comme en régulière. Je pense que leur jeu léché de régulière est une arme fabuleuse, le ballon qui circule bien, des certitudes en défense, de la dureté quand il faut et tout. Je pense que, on en a parlé un peu dans le coup d'œil dans le rétro, la frustration vient aussi du fait que t'as l'impression que cette équipe pourrait et devrait faire mieux, mais qu'elle s'y prend pas comme il faut. Et il n'y a pas que les adaptations tactiques face à du small ball, ou qu'est-ce qu'on fait de Rudy Gobert. Ok, mais... Ouah, je sais pas, t'as un défenseur de l'année dans ton équipe, bah ouais, t'as envie de le faire jouer. Pour moi, c'est pas que là, quoi. Il y a le côté adapter son jeu. J'aimerais voir le Jazz devenir plus méchant quand ils arrivent en play-off. J'aimerais voir le Jazz savoir enfoncer un couteau dans la plaie de l'adversaire quand il va pas bien. Tout à fait. Finir le gibier, quoi. Et ils l'ont fini, tout à fait. Ils l'ont fini face aux Grizzlies, qui était un petit gibier. Les Grizzlies, c'est une biche. Voilà, c'est ça. C'est un lapin. C'est des petits oursons pour l'instant. Tout à fait. Respect à eux, voilà, mais juste par rapport au Jazz, c'est des petits oursons. Non, tout à fait. Il y a un côté tout à fait frustrant, et je suis d'accord avec toi sur apprendre à varier son jeu. Genre, c'est les playoffs, les gars. C'est ça, on y va, on rentre davantage dans la bouche. Je pense qu'ils sont capables. Ouais, ils sont méchants en face, bah faut rendre les coups en fait. Je pense que Utah, ils sont capables. Ouais, moi aussi, je pense qu'ils sont grave capables. Mais c'est à voir. Et c'est à voir sur plusieurs séries. Parce que s'il y a bien un truc que des franchises ont compris avec le temps et avec des vétérans, c'est que chaque tour de playoff devient de plus en plus difficile. Donc il faut être plus méchant. Donc il faut être encore plus prêt. Donc tu ne peux pas juste dupliquer un modèle. Il faut constamment être encore meilleur. T'as battu les Lakers au premier tour, faut être encore plus méchant et viril face aux Nuggets. Et donc tu roules dessus. Oui. Et faire pareil avec les Clippers. Ils n'ont pas Kawhi, enfonce le couteau. Ouais. Pareil pour les Bucks. Ils n'ont pas Harden et Kyrie, be my guest. Ouais. Vous allez venir danser avec moi et vous allez perdre. Du 52 et non du 48. Tout à fait. Allez, on y va. Mais n'empêche qu'il aura fallu finir avec Giannis, avec Jrue et Chris Middleton et compagnie et dire genre, ok les gars, vous pouvez dire si vous voulez. Vous savez quoi ? Vous pouvez dire si vous voulez qu'il manquait Harden et Kyrie, mais en fait, en l'état... La bague, elle est là. La bague, elle est là. Donc, en fait, il n'y a pas de problème. Et les Suns, ils nous menaient 2-0, mais on a été plus méchants qu'eux. C'est ça. Donc, je suis d'accord sur le côté méchant. J'ai un quatrième. Vas-y.
faut passer la trade deadline. C'est-à-dire ? Je pense qu'aujourd'hui, quand tu abordes le Jazz, tu te dis, ouais, non, mais je dirais, ils ont en continuité, ils ont les joueurs, ça déroule, etc. Ouais. Normalement, il n'y a pas de problème. Ouais. Attention Ouais, vas-y. à la fumée, comme on a dit, qui ne vient pas sans feu. Ouais. Donc, passer la trade deadline, ça veut dire, par rapport à nouveau proprio, nouveau general management, fenêtre de tir du Jazz, s'il y a eu des rumeurs sur Joe Ingles et sur Bojan Bogdanovic, ce n'est pas pour rien. Non. S'ils font un bon trade, ça peut être intéressant. Et donc, peut-être surveiller le Jazz lorsque tu te ramènes en février et que tout le monde est en mode. Du coup, je vais où cet été? Parce qu'en fait, il y a Nets Lakers en finale NBA, ou peut-être les Bucks ou les Suns, et qu'en fait, Utah se retrouve 7ème de la conversation. Pas du classement, mais de la conversation. On dit Utah, non mais si. Ça Gros, c'est Utah. Oh. C'est bon, enfin, genre, max Les en Browns, finale il de l'a dit, conf. hein, personne les prend. Personne hein, les prend au sérieux. Genre, ça va s'autodétruire tout seul. Est-ce que ce nouveau management va prendre un risque à la trade deadline? C'est un des trucs qui me fascine le plus, parce que je pense qu'ils sont tous conscients qu'ils vont faire une grosse régulière, mais est-ce qu'on les prend autant au sérieux que les Lakers ou des Clippers pleins ou juste Denver qui récupère Jamal Murray? Je suis pas certain. Attention à la trade deadline. Vraiment. Je pense que Utah peut se dire non, c'est bon, continuité, etc. Mais le début de saison un peu mitigé et où en fait pour Joe Ingles et Bojan Bogdanovic ils se font dépasser un peu en défense, je sais pas s'ils seront très, très patients au niveau du management. Non, mais ça peut aussi être une bonne option. Ça peut aussi être faire partie d'un message que le front office passe aussi aux joueurs. Genre, bah nous on est méchants. À vous maintenant. Si vous voulez aller gagner le titre, les gars, on va prendre des décisions qui grattent. Ça fait pas plaisir en fait. Je sais que vous aimez bien, je sais plus contre qui il a été transféré, Jordan Clarkson. Vous adorez Dante Exum? Je m'en bats les couilles. Ouais. On s'en bat les couilles. Le projet il est terminé, Dante Exum maintenant il va essayer de se débrouiller comme il peut, mais nous là on voulait Jordan Clarkson donc on le récupère. Ouais. Et ça nous aide bien. Ouais. Donc, tout à fait. Si vous pensez qu'en fait vous êtes tous des verrous, bah en fait on nous propose mieux là. Ouais. Ouais, il pourrait avoir Attention, un profil février. différent. Attention. Dans l'aile. 10 février. Oh, il est fort là, ils te prennent un ailier fort de salaud là. Tu vois. Non, c'est possible. Et puis surtout quand il y a un nouveau management, tu vois, je me dis un peu parfois les mecs prennent les des mecs, risques un peu. il a genre. envie, et puis surtout il peut avoir envie de marquer le territoire et tout. Ouais, carrément. Donc ça fait quand même 4 points. Hein. Grosse régulière, santé, jouer plus dur, passer la trade deadline. Ouais. Si tu arrives Le plus dur quand t'arrives en playoff. c'est hein. ça. Si tu es le 16 avril comme ça, le ciel dangereux. est la limite. T'es dangereux. T'es très dangereux. Parce que le reste, ce qui est fou avec le Jazz, c'est que c'est déjà causé. On n'a même pas parlé genre, oui, il faudrait défendre plus dur, ou genre avoir des meilleures rotations, ou un coach plus autoritaire. Enfin, tu vois, genre, ça va. Ça va, hein, ça. Putain, il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient avoir ces caisses de coach, quoi. Ouais. Est-ce que, dernier point, moi Ouais. que j'ajouterais, mais qui est plus une question plutôt qu'une affirmation, est-ce que tu as au Jazz un vrai franchise player derrière lequel tu peux gagner un titre? Oui ou non? D'après toi? Moi, je pense parle que... de Donovan Mitchell, hein, tout le monde aura bien compris. Ouais. Et je la pose parce que son talent est indéniable. Ouais, moi je pense que Donovan Mitchell a montré que c'est un monstre en playoff. C'est Ok. un monstre. En rookie, il roulait sur le Thunder. Là, il a mis 50 points contre Denver. Ils se sont fait remonter 3-1, c'était la bulle. Et là, s'il se fait pas la cheville. Oui. Pour moi, c'est un mec qui peut être le meilleur joueur d'une équipe qui gagne le titre. Ouais, je continue. Est-ce que tu as un lieutenant? Franchement, Rudy Gobert, dans le genre gros pivot défensif, pilier et tout, entre lui et Mike Conley, c'est quand même pas mal comme entourage Ouais. pour un franchise player. Tout à fait. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Donc, t'as déjà un truc pas mal. Après, c'est quoi alors? C'est les role players qui flanchent? C'est que des histoires de santé? Tu vois, ils ont vraiment une question de construction à se poser. Je vois ce que tu où veux dire. Ça fonctionne et tout, mais du coup, on se dit, mais alors, où est-ce que ça cloche? Bah, à la limite, si tu voulais vraiment mettre le verrou sur le titre, tu décalerais tout le monde d'un rang. C'est-à-dire, je sais que certains vont dire quoi, Donovan Mitchell, mais limite, il y aurait un très très bon joueur avec Donovan Mitchell en bras droit, Rudy Gobert en numéro 3 et Mike Conley en numéro 4. Alors qu'aujourd'hui, c'est Donovan Mitchell en 1, Rudy en 2 et en 3 Mike Donc, Conley. on vient quand même aux histoires de plafond. On en vient aux histoires de plafond, tout à fait. Tu peux aussi avoir, selon moi, Donovan Mitchell en patron et 2 très très bons lieutenants. On a parlé de Siakam, on a parlé d'autres Parce gars. que Donovan Mitchell en NBA aujourd'hui, Mhm. il est combientième? Il est top 10? Non, il est pas top 10, Donovan Mitchell, je pense. Tu fais la hiérarchie un Non, peu des bien franchise sûr. players. Ah, bien Il est sûr. pas top 10. Non, oui. Il est quoi? Top 15-20? Ouais. Tiens, fais gaffe parce que tu as des problèmes, toi. Non, mais honnêtement. Non, mais t'es d'accord ou pas? Tu étais dans le top 1, c'est ce qui fait que All-Star, on est là, genre, bah, entre lui et lui, on sait pas trop. Moi, je pense que c'est un joueur qui est capable.
de mettre... C'est un joueur qui est capable de mettre une franchise sur ses épaules et d'être encore meilleur en playoff qu'en saison régulière, et je veux qu'il le montre cette saison. On a fait une preview, putain, de la série, on était là genre... le meilleur arrière, c'est quoi? C'est Donovan Mitchell ou c'est Shai Gilgeous-Alexander? T'en souviens quand on avait sorti cette phrase? Et Donovan Mitchell, il a fait « Arrêtez vos conneries, les frères. Arrêtez vos conneries. » Donc il l'a montré. Je pense qu'il peut passer encore un cap cette saison. Ok, j'entends. Mais je trouve qu'il y a un vrai questionnement et que ça ne devrait pas être occulté. C'est-à-dire que tu peux aussi regarder le problème par le haut et te dire, est-ce que mes leaders sont suffisamment forts? Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Poser la question. Est-ce que tu considères que c'est acté, genre si on entourait mieux Bradley Beal, ce serait le genre d'arrière autour duquel tu remportes le titre? À titre personnel, ouais, je le trouve un peu plus fort que Donovan Mitchell. On est d'accord. Il y a quelques années d'écart. Tu me fais faire la hiérarchie des arrières, je te mets quand même Bradley Beal au-dessus de Donovan Mitchell, désolé. Tout à fait. Il y a un an, est-ce qu'on était capable de dire que Devin Booker était l'arrière d'une équipe qui peut aller chercher le titre? Non. Enfin, moi, oui, mais je faisais partie de peu de gens. Ouais, d'accord. Ouais. Mais, non, mais je comprends. Devin Booker, il y a un an. Il a un statut différent. Devin Booker, il y a un an. Il a un statut différent parce qu'il y a eu Chris Paul, parce qu'il y a eu de l'explosion, parce qu'il y a eu un alignement des planètes. Enfin, on aura le temps d'en reparler. Mais tout à fait. Mais je dis pas que Donovan Mitchell peut pas. Hein. Je dis que si ça chie encore cette année, il va peut-être falloir à un moment donné aussi regarder dans les yeux le truc et dire bon, est-ce que vraiment mes leaders, ils sont assez forts? C'est à eux de le prouver aussi. C'est à eux de le prouver. Moi, je vais focus sur la trade deadline. Il n'y a pas que des histoires de santé et d'adapter son jeu. Il y a est-ce que mes leaders, ils sont assez forts? Prenez un risque à la trade deadline. Vraiment le Jazz. Pourquoi pas? Sinon, on va encore... Pourquoi pas? Bref. Spoiler du pronostic. Dites-nous ce que vous pensez de cette question de la mort, les fans du Jazz, pour pas avoir la trouille ou, je sais plus, la douille la trouille ou... La fouille? Voire trouble. Voire trouble. Tout à fait, en arrivant en play-off. On va devoir passer au trophée du peuple. Allez, The Gerrard. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, backflip. Flip, slip. C'est bien. C'est rattrapé, c'est propre. C'est propre. Tout à fait, nous sommes à la Vivint Smart au Marina. Du jazz. À la quoi? Au Delta Center. Là, ouais, merci. Dis donc. Les vrais de vrais. C'est non pourri là. The Last Dance. Delta Center. Nous sommes à Utah. Center. On a mangé notre petite pizza. Exactement. Livré en chambre 314. Ah merde, j'ai uriné sur la farine. Mince alors. Ils ont une drôle de tronche les champignons. Ça vient de la moquette. Dites-nous ce que vous allez prendre comme Gérard d'or. C'est la section dans laquelle on va cliquer sur le Jazz et il y a un joueur qui nous fait cliquer plus que d'autres. Alex, c'est qui ton Gérard? Eric Paschall. J'aime beaucoup ce joueur. Il me fait kiffer depuis qu'il est en NBA. J'ai adoré sa saison de rookie. Un peu moins la dernière, la saison où c'était un peu plus dur pour lui. Et puis, bon, les Warriors ont une passe un peu plus compliquée. Et puis, vraiment, est-ce qu'il était si facile que ça de le faire jouer avec Draymond Green? Donc, c'était plutôt un peu dans l'ombre de Draymond Green. Je dis pas que c'est les mêmes, mais il y a beaucoup de similitudes éventuelles à repérer. Je pense là qu'au Jazz, déjà il a la possibilité de se relancer, mais c'est pas vraiment le cas, il est encore jeune et tout, il a encore tout à prouver, de lancer vraiment en fait sa carrière sur les belles bases qu'on a vues. Eric Paschall, c'est un joueur de 2 mètres, 120 kills, hein, c'est un beau bébé. Formé par Draymond. C'est un beau bébé, il a du handle, il a pas peur, il a un shoot. Quand ça veut, ça peut rentrer. Il voit le jeu. Il est capable de mettre beaucoup d'intensité, de mettre de l'énergie. Ils vont le kiffer à Utah. Je pense qu'ils vont le kiffer à Utah. Et je pense que lui, il va kiffer jouer avec Donovan Mitchell, avec Mike Conley, à côté de Rudy Gobert et tout. Dans des rôles où on va l'envoyer sur des missions défensives. On va aussi lui faire confiance en attaque. Je pense qu'avec la seconde unit, avec Jordan Clarkson, ça peut créer une base de seconde unit assez intéressante, ça, pour Quinn Snyder à utiliser et tout. Donc, du coup, il y a de la place dans la rotation du Jazz. Ils ont besoin de son côté énergique et créatif. En sortie de banc, ça peut pas leur faire de mal. Par rapport à un Georges Niang, je reviens là-dessus, mais désolé, quoi, c'est vraiment mieux. Donc, entre sa créativité, son côté créatif et son moteur, je pense que Eric Paschall a une très très belle carte à jouer et que son profil va être extrêmement apprécié à Utah et que lui va vraiment apprécier aussi et qu'on va se retourner dans 3-4 mois, on va faire Eric Paschall à Utah, waouh, ça fonctionne quoi. Je suis bien d'accord. J'aime beaucoup. Stretch 5, hein.
On va voir. On verra s'il est en stretch 5, on verra s'il est en gros 3, ou sinon s'il est en poste 4. C'est ça, ça lui ira très bien, quel que soit le poste, je suis d'accord. Eric Pascal, allez suivre de très très près. Je vais me permettre une petite exception, je l'avais fait déjà sur notre preview. Je vais prendre Quinn Snyder. Attention. Attention, Quinn. Attention, il y a des décisions qui ont été prises. Il y a des décisions au-dessus qui ont été prises. On a dit, bon, bah, ok, d'accord. T'es pas d'accord avec ce qui s'est passé avec Dennis Lindsay. Il y a eu 2-3 histoires aussi en interne avec Dennis Lindsay, etc. La cheville de Donovan Mitchell, souvenez-vous au premier tour, genre Donovan Mitchell qui veut revenir. Mais le management qui dit finalement, on n'est pas sûr. On va attendre un petit peu. Ok. On va regarder Quinn Snyder. Ouais. Il a fait une grosse saison. On va changer de GM. Comment est-ce qu'on parlait de Mike Budenholzer il y a un an ? Coach qui est capable de faire performer ses équipes en saison régulière, comment ça se passe en playoff, est-il capable de s'ajuster, d'avoir la poigne, de prendre de vraies décisions ? Quinn Snyder est dans mon radar plus que peut-être n'importe quel autre coach de NBA. La saison régulière, elle va être gérée. Quinn Snyder, il n'y a pas de problème. Encore des mèmes dans tous les sens parce qu'il ressemble à The Joker ou ne sais-je, encore quel autre malfaisant qu'il y a dans des films de super-héros. Mais à la limite, ça je m'en fous. C'est surtout les playoffs. Comment ça se passe quand nous on se retrouve sur une série où les cartes elles sont redistribuées et Tyronn Lue il fait tiens je vais prendre cette carte et cette carte. Tiens je vais prendre ça, ça et ça. Et je vais mieux savoir faire. Mais là Quinn Snyder faut qu'il step up là. Ah bah... Là faut qu'il step up parce que quand tu te fais out-coach quand tu te fais out-coach par Mike Malone il y a un an. Dans la bulle. Mais il se fait out-coach en playoff 2 quand tu te fais out-coach comme ça et qu'on a parlé de Mike Budenholzer et qu'il y a eu des coachs comme ça où on a pointé du doigt on a dit on attend. Quinn Snyder doit montrer vraiment qu'il y a une évolution aussi dans sa gestion du groupe, la gestion d'une série et la gestion d'un match. Un coach voit qu'il y a du grand ball et qu'il y a du coup Rudy Gobert à l'intérieur, hop, Tyronn Lue il dit bah tu sais quoi, on va tenter un truc parce qu'on sait jamais en fait. Et Terrence Mann devient une story dans toute la NBA parce qu'il a réussi, lui et les Clippers, à défier ce jazz-là. Il faut s'ajuster. Je veux voir Utah prendre cette route-là. On a vu Milwaukee faire des énormes saisons régulières et après faire une saison régulière un peu moins bonne, mais tiens, on va tester un peu plus. Yanis dans un autre spot et puis on va être testé là avec Jrue Holiday et des nouveautés qui nous rendent un peu plus malléables, un peu plus difficiles à défendre. Je veux voir Quinn Snyder faire ça. Je veux voir Quinn Snyder arriver en playoff et dire non, tu sais quoi, Rudy ou Donovan, calme-toi là. Là, ce line-up, ça va leur faire tellement mal qu'en fait, regarde ce qui va se passer. Regarde avec Rudy qui est en 5. Regarde avec certains gars comme ça. Regarde ce qui se passe quand on a 4 petits, que ça switch dans tous les sens et qu'on a un grand qui fait le taf. Quinn Snyder va être vraiment mon Gérard d'or cette saison. Je n'en ai rien à faire d'une nouvelle saison régulière qui se passe très très bien. On a dit en effet que c'était important pour la continuité en playoff. Je suis d'accord, c'est très important. Mais là, la pression, elle sera en playoff. Les joueurs vont répondre présents. Si les joueurs répondent présents, qu'il n'y a pas de problème de santé, que toutes les cases, on a dit, elles sont cochées, mais que Quinn Snyder fait des erreurs, comme on a pu se foutre de la gueule de Mike Budenholzer, le traitement il reste le même chez Trash Talk. On le mettra dans la boue, avec les plumes et le goudron. Ok, ça me va. C'est annoncé. Eric Pascal pour Alex, Quinn Snyder pour Bibi. On va devoir terminer avec une grosse section. Allez, pronostico. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico, comme on dit à Salt Lake City. Fameuse cité mexicaine. Bien sûr. Pronostico. Oh, et alors nous sommes à Salt Lake City, on a 24 secondes pour vous dire l'avenir. N'hésitez pas à checker les 24 secondes d'Alex et de Bibi. À la fin, il y aura peut-être un indice si vous êtes sage. Mais avant ça... Allez, un joli bandeau bleu. Et qui dit bandeau bleu dit cote de nos amis de Paris Sport, et Cocorico. Rudy Gobert sera le meilleur contreur de la saison régulière. La cote, elle est à 3,2 et elle est boostée à 3,85. Pendant 24 heures. Pendant 24 heures, oui, tout à fait. Bon, écoute. Le Rudy, meilleur contreur, ça se joue souvent... Après, il y a Miles Turner là, qui est capable de faire des stats assez dingues, mais sinon, ça se joue souvent 2,5-3 par là, quoi. Rudy en est capable. Rudy va être dans ce range. Rudy va être dans ce range. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une cote à 3,2. C'est-à-dire que c'est pas gagné, mais enfin on y croit fort quand même. Ouais, complètement. Il est capable. Ça pourrait être pas mal. Oui. Dans son... Tu vois, dans son CV. Ah bah oui, bien sûr. Pour aller chercher son 4e trophée de Deepoy. De Deepoy, tout à fait. Il faudra surveiller, en effet, les comptes de Rudy Gobert. Il y a de la concurrence. Et puis, il y a des garçons dont on ne parle pas maintenant et qui, ça se trouve, vont faire des dingueries, genre Clint Capella, Bam Adebayo, Robert Williams. Tu vois, des gars qui deviennent des énormes pogostiques et ça compte dans tous les sens. Daniel Gafford.
Ouais, bien sûr. On sait C'est pas. vrai que Rudy, il est plus dans la défense pure, il est plus dans la dissuasion, l'intimidation. Il contre beaucoup Rudy, mais les gars le voient venir. Maintenant, il est différent. Il est pas comme c'est pas un pogo stick, Rudy. Non. Et donc, du coup, les gars le voient plus venir. Là, il ratait beaucoup de shoots, mais ça lui compte pas des contres. C'est ça, exactement. Donc dites-nous ce que vous en pensez. En tout cas, c'est boosté pendant 24 heures. Disclaimer. Disclaimer, Rudy Gobert ou pas, on ne joue que les sous qu'on peut se permettre de perdre. Voilà. Faites pas les bolos. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, j'ai un over-under, il est à 54,5. C'est un peu radin. Un peu cheap. Over. On va voir justement si c'est over ou si c'est under. Alex, est-ce que tu es prêt? Allez, 24 secondes pour que tu nous dises l'avenir et ensuite ce sera Bibi. Ce sera à Bibi de le faire. 3-2-1, Raoul Lopez. 60 victoires pour le Jazz cette saison, je les mets premiers à l'Ouest. Je pense que leur collectif va faire des massacres encore en saison régulière. Rudy Gobert pour gérer la défense, Mike Conley pour faire de tout, Donovan Mitchell pour gérer l'attaque. Il y a eu quelques petits ajouts malins, comme on l'a vu pendant l'été. Ce Jazz va être sale en régulière, mais c'est pas là qu'on l'attend. C'est en playoff qu'on l'attend. 60 victoires de l'Ouest. Boum. T'es dans les temps. C'est propre. Ouais, écoute, Je vais essayer de faire aussi bien. je t'en prie. Attention, 3, 2, 1, top chrono. 59 victoires, je crois qu'ils sont deuxième de ma conférence Ouest. Le problème de ce pronostic de 24 secondes, c'est que c'est sur la saison régulière. Donc comme tu l'as dit, je vais laisser de tourner le chrono parce qu'on va se retrouver en playoff. En fait, ça me sert à pas grand-chose. Le Jazz de saison régulière, on sait comment ça va jouer. Donc ouais, rendez-vous le 7 avril en fait. Oui, non mais oui. Alors saison régulière, wow. Il faut la faire. Ouais, bien Attends, sûr, faut la on faire. dit ça des fois d'équipe, Non, et puis finalement l'équipe elle fait 7ème, Mais je- elle sort par une petite trou de souris en premier tour playoff, donc faut quand même la faire, mais je vois ce que tu veux dire, c'est pas là qu'on les attend. J'ai mis le warning sur la trade deadline parce que je pense vraiment qu'il va se passer des trucs et je pense que le nouveau management va montrer que c'est nous C'est nous les patrons. c'est nous les patrons. Donc à surveiller, mais juste Utah, on va encore faire les mêmes punchlines pendant la sélection des All-Stars, etc. Patati patata, genre. Et 16 avril, changez le script, merci. On monte le gros tableau? Allez, big tableau. Le gros tableau, et donc Ça se remplit de ouf. le Jazz prend sa place et Alex a son numéro 1 de la conférence Ouest. Ouais, j'ai mis le Jazz moi. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que Alex va nous sortir encore une dinguerie au niveau des indices? Ce qui est sûr et certain, c'est que je vais vous faire des bisous. Remercier Léon Scomnave à la prod. Vous pouvez aller sur le site de Trash Talk. On se retrouve demain midi pour une nouvelle preview. On est dans les virages. Alex, l'indice? L'indice c'est Super Team. I